Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 15 février 2026. Aujourd'hui, on termine cette histoire de Jeffrey Epstein puisque les documents qui ont été présentés cette semaine ont tendance à disculper complètement Trump. C'est comme si on ne le savait pas déjà. On a expliqué de quelle façon Radio-Québec, tous les avocats, les victimes, les journaux, les procureurs, etc., ont tous innocenté Trump. Mais là, il y a d'autres trucs qui sont sortis qui montrent finalement que c'est Trump qui était à 99% de chance. En fait, il y a 99% de chance que Trump était la personne qui a initialement dénoncé Jeffrey Epstein et qui l'a fait tomber. Il y avait une rivalité entre les deux et on va voir donc ces documents-là. Il y a le département de la justice qui a ce matin finalement rendu public tous les documents sans caviardage, excluant le nom des victimes. Selon leur dire, on n'a pas eu le temps, étant donné qu'on était en préparation du Web Journal, on n'a pas eu le temps d'aller fouiller là-dedans, mais ça va sortir cette semaine. Mais apparemment, selon le département de la justice, l'ensemble du dossier Epstein a été rendu public. Et ils n'ont plus rien dans leur tiroir à offrir. Et donc là, il va falloir éplucher, comme faire sortir les noms, etc. Donc, il y a ça, on va faire un petit wrap-up sur l'histoire, cette question de Jeffrey Epstein. Et après ça, c'est important, il y a un discours de Marco Rubio à la conférence pour la sécurité à Munich qui va dans le sens du National Security Strategy et qui refait le monde finalement. Hein. Il est allé parler, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, est allé parler aux Européens en leur tendant la main. C'est ce qu'on avait expliqué. Le National Security Strategy Document avait été assez mal reçu en Europe parce que c'est vrai qu'il clashait les élites mondialistes. Il remettait les Européens à leur place et tout ça. Mais là, Marco Rubio est allé là-bas faire un discours parlant de valeurs communes. On a le christianisme en commun. Marco Rubio qui est allé défendre la souveraineté nationale parce que tout ça est en train de partir en couille. Hein. Et puis l'Europe est le dernier bastion du mondialisme. Donc, c'est le dernier bastion où la souveraineté nationale n'est plus un concept structurant. C'est que la souveraineté nationale n'est plus un concept structurant. La liberté d'expression n'est plus un concept structurant. Les valeurs, ce qu'on appelait longtemps les valeurs libérales, là, ne sont plus des concepts structurants. On s'en va de plus en plus vers un style, de gestion de l'information qui ressemble à la Chine. On va parler donc aussi des propos sur Epstein, Alain Soral qui se retrouve au tribunal, et de la censure européenne sur les réseaux sociaux. Et l'Espagne et la France ont interdit au moins de 15 ans, 14 ans ou 15 ans, moins de 16 ans, je ne me rappelle plus exactement le chiffre dans les deux pays, d'accéder aux réseaux sociaux. Il y a de plus en plus, ça s'inscrit aussi dans la continuité de la perquisition chez X. Hein, à Paris, les bureaux de X, de Elon Musk, ont été perquisitionnés. Ils accusent Elon Musk de faire des choses que tout le monde fait, hein, finalement, et avec des fausses allégations aussi de cybercriminalité et tout. Donc, ils essayent de vraiment on voit les derniers soubresauts de l'élite européenne qui essaie de se maintenir en place. Et donc, d'un côté, il y a ces espèces de réactions nerveuses de l'élite européenne qui essaie de censurer les réseaux sociaux parce que c'est à travers les réseaux sociaux que le changement arrive, n'est-ce pas? Ce n'est pas les médias traditionnels qui amènent le changement. Et donc, ils essaient de censurer les réseaux sociaux, censurer les voix dissidentes, comme on l'a vu la semaine précédente avec Dieudonné, et là maintenant c'est Soral. C'est un peu le même pattern, hein? C'est-à-dire il a tenu des propos qui sont critiques à l'égard d'une prétendue mafia juive. Et tout de suite, le coup est descendu. Mais en tout cas, on va voir ça tout à l'heure. Mais donc, et finalement aussi, on va terminer avec féminisme toxique. Personne ne répond sur le fond au radical. Il y a eu cette chronique cette semaine sur Radio-Canada, c'est-à-dire le diffuseur public de l'État canadien, où il y avait une chroniqueuse qui a traité les hommes de tous les noms. On va voir, il y a eu beaucoup d'indignation, mais personne ne répond sur le fond. Et ça fait longtemps que je le dis. Il va falloir faire des web journaux Féminisme 101, Féminisme 102, dans le respect. Je ne suis pas là pour faire du Andrew Tate et de clasher les femmes, c'est pas ça du tout. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup, dans la théorie féministe, il y a beaucoup d'énormités qui sont avancées et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte, dont personne ne parle. On accuse les hommes de beaucoup de choses sans jamais relativiser ou avoir une vision d'ensemble.
Et ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal à la société parce que les relations hommes-femmes, c'est le fondement. Hein, la famille, les relations hommes-femmes, c'est comme le fondement, c'est le ciment de la société. Et à partir du moment où on s'attaque au ciment de la société en entier se décompose. Et il y a eu beaucoup de ça. Il y a eu beaucoup d'effervescence du côté des féministes radicales et il y a très peu de personnes, sinon aucune, qui a pris la peine de mettre les points sur les i, répondre à certains points, etc., etc. Et donc, il va falloir le faire. Encore une fois, je le dis dans le respect, mais il va falloir éventuellement parce qu'il y a eu beaucoup d'indignation au Québec sur cette chronique d'Élisabeth Lemay. Et les gens se disaient, oh, si on veut vraiment l'égalité, il ne faut pas genre attaquer un groupe, les hommes en l'occurrence. Mais personne réfléchit sur le fond. C'est toujours de l'indignation et on essaie d'avoir l'égalité, donc il ne faut pas trop critiquer les hommes, etc. Moi, je suis pour la critique de tout. Si on a à critiquer les hommes, qu'on les critique, mais qu'on les critique sur des points valables, c'est-à-dire qu'on ait une vision d'ensemble, n'est-ce pas? Et on va montrer certains de ces points-là aujourd'hui. Mais l'attitude, généralement, c'est quand, sur cette histoire de féminisme radical, etc., c'est que la plupart des personnes les laissent jouer dans leur carré de sable. On s'en occupe pas, ils sont comme disjonctés, c'est leur truc, ils pensent que tous les hommes sont des meurtriers, des fascistes, etc. Whatever. OK, genre, mais le truc, c'est que ça a des impacts dans la société, puisque ces groupes-là, ultra-militants, sont financés par le gouvernement, comme la Fédération des femmes du Québec, là, avec la transgenre qui était à la tête de ça. C'est des organisations ultra-woke qui ont l'oreille du gouvernement, qui font appliquer des politiques, etc. Et donc, à un moment donné, on ne peut plus ignorer ce qui se passe là. Il va falloir faire quelque chose. J'espère que je ne serai pas le seul, encore une fois, là, à répondre et que ça sera ce qu'on pourrait appeler un grand réveil, qu'on commence à sortir des arguments des deux côtés. Chronique toxique d'Élisabeth Lemay, l'heure du grand réveil a sonné. On ne peut plus juste les laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que ça mène à un radicalisme qu'on n'a jamais vu. Je veux dire, on n'est même pas... L'homme blanc hétérosexuel est devenu l'ennemi numéro 1. Ça va dans l'intersectionnalité et tout, là. Les concepts fuckés auxquels personne ne s'intéresse, sauf des filles qui finalement utilisent ça après ça dans des comités et tout, un lobby qui fait pression sur le gouvernement et puis ça se retourne contre nous. Après ça, on se demande comment c'est ça que nos enfants, on enseigne telle chose à nos enfants dans les écoles. Ben oui, c'est parce qu'il y a comme un loop, là, et on les laisse sans jamais répondre. Par exemple, elle, justement, Lemay, elle disait je ne vais pas dater mon pire ennemi. Je ne vais pas avoir une date. Comment on dit en français une date? Je ne vais pas sortir avec mon pire ennemi, un homme blanc hétérosexuel. Ça représente tout ce que je n'aime pas dans le monde. Un homme blanc hétérosexuel. Oui, tu sais, ceux qui ont tout construit, là, les iPhones, les ordinateurs, les voitures, ceux qui extraient le pétrole, et puis, tu sais, c'est leur pire ennemi. Encore une fois, c'est une vision extrêmement gynocentrique et toxique. Il faut le dire, c'est le mot toxique là, de ce web journal. Il n'y a aucune vision d'ensemble du rôle des hommes dans la société. Apparemment, on n'a pas besoin des hommes. On entend ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Les filles disent, on interviewe les filles, et les filles disent, on n'a pas besoin des hommes, on n'a pas besoin des hommes. Est-ce qu'on n'a réellement pas besoin des hommes? Not need men. They are an added bonus and fun in our life. Vous voyez un peu le genre, mais après ça, elle s'en va dire que les hommes blancs sont son ennemi, c'est leur ennemi. Tous les gars sont comme des ennemis. Ben moi, je suis célibataire, puis là, je suis posée de dater, mais présentement, je suis comme, je vais pas dater mon pire ennemi, là. Un homme blanc hétérosexuel, ça représente tout ce que j'aime pas dans le monde. Moi, à la base, comme Élie en ce moment, j'haïs les hommes hétéros. Ah, je comprends. Je les haïs. Je comprends. Puis je le dis ouvertement. Je le dis ouvertement, je les haïs, les hommes blancs hétéros. Et ça, c'est de plus. Il y a comme personne qui réagit, il y a comme pas. On les reprend pas sur le fond, il va falloir faire quelque chose. Okay? Il va falloir que c'est vraiment pas toutes les femmes là, qui sont comme ça. La plupart des femmes aiment les hommes, là, on s'entend. Et c'est un lobby très actif et très. Il faut répondre sur le fond. Donc, on va voir ça
Ils essaient de nous diviser, oui, c'est ça. Ils essaient de nous diviser, mais il faut répondre. Il faut répondre avec des arguments structurés. Pas juste, tu sais, comme j'ai lu dans la presse partout, tout le monde s'est un peu indigné en disant on ne devrait pas, mais finalement, tu sais, elle est allée trop loin. Mais sur le fond, là, il faut répondre à un certain nombre. Donc, c'est ça, dossier. Donc, allons-y comme ça, rapidement, avec dossier Epstein. Le dossier Epstein. Ici, donc, on nous dit. Oui, ici, ça, CNN nous dit que finalement, c'est Trump qui a appelé la police juste après l'arrestation de Jeffrey Epstein ou l'ouverture de l'enquête. Trump a dit une chance que vous avez fait quelque chose parce que tout le monde savait qu'est-ce qui se passait et rien n'était fait. Et donc, il a dit aussi, allez voir du côté de Ghislaine Maxwell. Donc, il les a orientés du côté de Ghislaine Maxwell. Il le dit ici. Trump said Maxwell was Epstein's operative. She is evil and focus on her. Donc, l'enquêteur qui a reçu l'appel de Trump dit que Trump lui a dit que les enquêteurs devraient aussi enquêter sur Ghislaine Maxwell parce qu'elle était maléfique et elle était son complice. Donc, et là, il y a d'autres documents qui sortent, d'autres documents. Les documents qui ont été rendus publics confirment que le président Trump était le lanceur d'alerte sur Epstein. Et ça confirme, je n'ai pas la photo ici, merde, parce que ça confirme c'est ici, ce que Mike Johnson disait à propos de Trump. Il disait Trump était l'informateur qui a fait arrêter Epstein. Je n'ai pas la vidéo traduite, là, mais... He's not saying that what Epstein did is a hoax. It's a terrible, unspeakable evil. He believes that himself. When he first heard the rumor, he kicked him out of Mar-a-Lago. He was an FBI informant to try to take this stuff down. The president knows and has great sympathy for the women who have suffered. Donc, il rappelle que Trump a de la sympathie pour les victimes, mais quand il dit que c'est un hoax, il dit que cette histoire de Jeffrey Epstein a été montée en épingle par les démocrates et que Trump était l'informateur du FBI. Et donc, c'est pas... Encore une fois, Trump est à la source de l'arrestation de Jeffrey Epstein. On a ça aussi dans le Daily Mail ici. Trump a dénoncé Jeffrey Epstein, la menace d'un pédophile, mais c'est en fait c'est la traduction automatique, du pédophile de révéler au président qu'il était un escroc financier après lui avoir volé son manoir de 125 millions de l'époque, conduit le magnat de l'époque à dénoncer le pédophile à la police. C'est très mal traduit là, par l'intelligence artificielle, là, mais donc Jeffrey Epstein aurait informé le président Trump d'un achat immobilier qu'il prévoyait réaliser à Palm Beach en 2004, affirme Michael Wolff ici. Il cherchait à déterminer s'il pouvait déplacer la piscine, blablabla. Après ça, âgé de 66 ans, Epstein n'a pas hésité à faire savoir à Trump qu'il voulait acheter la maison. Là. Il supposait que ce dernier n'avait pas les moyens d'acheter la propriété. Donc, il l'a dit à Trump qu'il voulait acheter telle propriété à Palm Beach. Et là, finalement, Trump a obtenu l'argent et l'a acheté à la place de Jeffrey Epstein. Il a doublé Jeffrey Epstein. Il lui a damé le pion et il a acheté la résidence à la place de Jeffrey Epstein. Donc, Epstein aurait alors menacé de révéler l'identité de Trump, affirme Wolff, qui suggère en retour que Trump a dénoncé Epstein à la police et a contribué au lancement de l'enquête criminelle en 2005, un an avant l'arrestation de Jeffrey Epstein. Donc, Trump a dénoncé Jeffrey Epstein et a contribué au lancement de l'enquête en 2005. Et puis après, quand ils l'ont arrêté, comme nous dit CNN, il a appelé en disant « Thank God, une chance que vous l'avez arrêté, que tout le monde savait ce qui se passait. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de regarder Ghislaine Maxwell. » Ça n'a pas l'air de quelqu'un coupable là, ça n'a pas l'air de quelqu'un... Si Jeffrey Epstein avait des vidéos compromettantes sur Trump, là, il n'aurait pas balancé Jeffrey Epstein comme ça, on s'entend. Et donc, la propriété a été vendue, blablabla. Il y a Michael Wolff qui l'explique ici. Epstein believed that Donald Trump went to the Palm Beach police and said, Jeffrey Epstein has young girls at his house, thereby beginning the legal process which would ultimately bring Jeffrey Epstein down. Donc, c'est Trump qui a initié le processus qui a fait tomber Jeffrey Epstein. On a ici aussi Scott Jennings qui explique ce qui s'est passé, ce qui semble, encore une fois, je dis semble, on sait que Trump n'a rien à voir là-dedans, mais je dis semble par pur langage protocolaire. Là. Semble clarifier complètement Trump. Jennings. There are new details that sharply undercut years of media and Democrat speculation and assertions about Donald Trump. Newly released FBI interview records confirm that Trump personally contacted Florida police in 2006 during the original Jeffrey Epstein investigation, and not to shield Epstein, but to support law enforcement going after him.
According to the former Palm Beach police chief, Trump called investigators and praised them for pursuing the case. He warned about Epstein abusing underage girls. Trump also flagged Ghislaine Maxwell as evil, and he urged the police in Florida to focus on her role in enablers. The FBI records also reinforce longstanding reports that Epstein was barred from Mar-a-Lago after inappropriate conduct there. And there is more. Additional documents show... Etc., etc., etc. Donc, Trump a été celui qui a initié l'enquête. Il a été un informateur du FBI et quand l'enquête a été lancée, il a finalement appelé la police pour dire « Merci beaucoup de l'avoir fait et n'oubliez pas de regarder Ghislaine Maxwell, elle est sa complice, elle est très maléfique. » OK? Donc, et là, bon, par la suite, il y a ces documents qui ont été la lettre de Pam Bondi qui dit qu'elle a finalement rempli le Jeffrey Epstein Declassification Act, la loi que Trump avait signée visant la déclassification du dossier Epstein. Elle a, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de tout vérifier, mais on a comme beaucoup de noms qui sont sortis, des centaines de noms finalement qui sont sortis et qui ne sont plus caviardés. Tu sais, les gens disaient, il caviarde des noms, pourquoi il essaie de protéger des amis? Ben non, encore une fois, c'est du hameçonnage pour attirer les regards, attirer la curiosité. Là, maintenant, les noms sont sortis et donc on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça cette semaine. Okay? Il y a des arrestations et des enquêtes qui sont ouvertes à gauche et à droite. Je pense en Norvège, il y a comme une enquête qui est ouverte. À gauche et à droite aussi, il y a des personnes qui démissionnent de leurs fonctions dans des banques à Abu Dhabi. Il y a comme une autre personne qui a démissionné, etc. Donc, c'est surtout des démissions, mais il y a encore une fois, oui, c'est vrai qu'on attend comme le croustillant. Et il y a la représentante Lauren Boebert qui a vu certains des documents et qui est allé parler de, je n'ai pas l'image ici malheureusement, qui est allé parler qui a mentionné, qui a parlé de cannibalisme à la télévision. Hein, que ce qu'on pourrait même commencer à envisager qu'il y a du cannibalisme qui s'est produit là, comme je pense qu'on l'a déjà mentionné. Et surtout, jumelé au fait que Jeffrey Epstein a acheté je ne sais pas trop combien de kilogrammes d'acide sulfurique, tu sais, pour comme dissoudre les cadavres. Là. Il a acheté du ciment, comme on l'a montré là, dans, je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier Web Journal. Il a aussi acheté des centaines de kilogrammes, je pense, je n'ai pas le chiffre exact, d'acide sulfurique. Tu sais, c'est comme les tueurs en série qui font ça, là. Tu sais, c'est comme tu mets comme le cadavre dans le bain, tu mets de l'acide sulfurique, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est pour Jeffrey Epstein. Maintenant, je voulais vous faire écouter certains des éléments du discours de Marco Rubio à la conférence de Munich, parce que, encore une fois, c'est les gens, des fois, ont de la difficulté à comprendre comment ça a l'air d'être loin de nous, c'est un discours par des politiciens à d'autres politiciens sur un autre continent, et puis, mais sauf que ce que ces discours-là montrent, c'est un changement complet de paradigme. On l'a expliqué à Radio-Québec à plusieurs reprises. C'est la fin de la toxicité dans les relations internationales. Vous savez, la toxicité, c'est de ne pas respecter la souveraineté nationale, notamment avec l'immigration et avec des stratégies de déstabilisation partout. Des révolutions colorées, etc., etc. Encore une fois, les gens vont dire, oui, mais le Venezuela, Alexis, il n'a pas changé le gouvernement du Venezuela. Et le gouvernement, il s'entend très bien avec le Venezuela, c'est comme main dans la main, et il dit qu'il va même probablement se rendre à Caracas éventuellement pour des discussions. Ou le Venezuela, ils vont venir à la Maison-Blanche, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Encore une fois, c'est ce que j'expliquais, ça n'a pas été... Maduro, ça a été une extraction et non pas genre une attaque des États-Unis, parce que quand tu te fais attaquer et voler ton président comme ça, tu ne réagis pas de la façon dont ils réagissent présentement. Okay? Ils sont beaucoup plus belliqueux que ça. Et donc, finalement, c'est la fin de l'ère de Kissinger, des guérillas, la déstabilisation, Obama, les révolutions colorées, etc. Donc, discours de Rubio à Munich, coopération et stabilisation. En premier, il a dit à propos de l'immigration que c'était un facteur de déstabilisation et il a reçu une ovation à la fin de son discours de la part des élites mondialistes européennes. C'est-à-dire que, encore une fois, au lieu il faut, dans les négociations, c'est la carotte et le bâton, vous comprenez? C'est-à-dire que on fait pression avec non, nous allons sortir de l'OTAN, voilà, nous allons attaquer le Groenland et finalement, non, nous sommes vos alliés, nous avons une culture commune, etc. Et donc, pour
provoquer de la réflexion et du mouvement et puis, finalement, rallier les gens à ton camp. Hein, c'est jamais, avec Trump, c'est jamais la politique dure, c'est toujours de la négociation et c'est the art of the deal, hein, comme on dit. Donc, Rubio ici sur l'immigration. Mass migration was not, isn't some fringe concern of little consequence. It was and continues to be a crisis which is transforming and destabilizing societies all across the West. Donc, essentiellement, l'immigration de masse est une crise qui déstabilise les pays dans l'hémisphère occidental. C'est une crise, c'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose d'important qui déstabilise nos pays. Et donc, il veut y mettre un terme. Après ça, But the euphoria... main tendue à l'Europe. And that we would now live in a world without borders where everyone became a citizen of the world. This was a foolish idea. On critique le citoyen mondial. Il dit, avant, on est arrivé on nous parlait de la fin de l'histoire en relations internationales. C'est Francis Fukuyama qui parlait des End of History and the Last Man. On est arrivé à la fin de l'histoire, un monde sans frontières, etc. Et il dit, c'était une fausse idée. C'était complètement fou. C'était une idée folle. Hein? Le citoyen mondial est une idée folle. Il n'y a pas de citoyen mondial. Et encore une fois, ici, pensez à ceux qui disent que Trump est un mondialiste. Là, on nommera pas de nom, les gens ne veulent pas qu'on nomme des noms. Là. Mais à tous ceux qui disent que Trump est un mondialiste alors qu'il combat le citoyen mondial, qu'il ramène la souveraineté nationale, etc., qu'il combat la fin de l'histoire, qu'il défend la souveraineté, etc., en tout cas... That ignored both human nature and it ignored the lessons of over 5,000 years of recorded human history. And it has cost us dearly. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history. Donc, nous faisons tous partie ensemble de la civilisation occidentale et nous avons des liens entre nous qui se sont développés à travers l'histoire, des liens solides. Tu sais, il essaie d'avoir dans sa politique étrangère, il essaie d'avoir une cohésion sociétale, une cohésion civilisationnelle naturelle. Et ses alliés naturels, ce sont les pays européens. Christian faith, culture, heritage, language, ancestry. Is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected. Not just economically, not just militarily. We are connected spiritually and we are connected culturally. We want Europe to be... Donc, désolé pour le son, je sais. Et donc, il dit, nous sommes connectés, il dit un petit peu la même chose que le segment où j'étais muté. Il se dit, nous avons en commun la religion, la culture, nous sommes connectés par la religion, le christianisme. C'est un retour du christianisme, n'est-ce pas? Par la culture, par notre passé, par notre histoire, etc. Et donc, il veut la cohésion européenne, cohésion occidentale. Quand j'ai dit, rappelez-vous le web journal que j'ai fait sur l'autre d'avant, la dernière croisade, on est encore là-dedans. On est dans la croisade pour la civilisation occidentale, pour la cohésion et la défense de la civilisation occidentale. C'est merveilleux. Tu sais. Et à la fin, il reçoit des applaudissements de la part des élites mondialistes européennes. Il y a des choses qui vont changer, là. Strong. We believe that Europe must survive. Because Nous pensons que l'Europe doit survivre et l'Europe doit se reprendre en main. Two great wars of the last century serve for us as history's constant reminder that ultimately our destiny is and will always be intertwined with yours. Because we know et donc il dit, l'histoire nous montre que
nous avons des liens qui vont traverser et qui continueront à traverser l'histoire ensemble, etc., etc. Je m'excuse, je traduis mal, là, à cause des problèmes de son. Ça m'a un peu envoyé sur une voie de service. Mais vous voyez un peu la teneur du discours. Donc, c'est une main tendue à l'Europe. On essaie d'avoir une cohésion. C'est la fin des politiques de déstabilisation et on veut comme donc la paix, des zones d'influence, une zone de cohésion et d'échange, etc. Les élites européennes sont invitées à changer de cap. OK? Et si Kirill Dmitriev qui dit, justement, il dit « Les États-Unis sont très attachés à la civilisation occidentale et tentent d'empêcher les bureaucrates de l'Union européenne de la détruire. Mais les bureaucrates sont extrêmement déterminés, blablabla. » Quoique, il a quand même reçu une main d'applaudissement là-dessus quand il a dit que les liens entre les États-Unis et l'Europe étaient très solides alors qu'il était devant un parquet de militaires de l'OTAN, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'était pour le segment US. Maintenant, Soral, judaïsme toxique. Soral se retrouve encore une fois devant la justice pour avoir tweeté ça ici. L'affaire Epstein, en relation avec l'affaire Epstein. Là. Donc, l'affaire Epstein nous démontre une chose très clairement, c'est qu'il existe au sommet du monde occidental une mafia juive suprémaciste et raciste doublement délinquante sur le plan financier et sexuel. Osez dire le contraire. Il n'a pas dit que c'était tous les juifs. Hein, il a dit une mafia juive. Il n'a pas dit tous les juifs. Et là, il se retrouve au tribunal. Comme si, moi j'ai tiqué là-dessus parce qu'on peut même faire des films sur la mafia italienne, tu vois, le parrain, etc., parler de la mafia italienne, faire des films là-dessus, Goodfellas, etc., Casino avec Robert De Niro et tout, on peut. Mais si on mentionne une mafia juive, là, c'est tout de suite, c'est le parquet qui tombe. Et là, c'est qui? Où est-ce qu'il s'appelle? Nunez. Je pense, je ne sais pas si c'est quoi sa fonction exactement. C'est le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur. Affaire Epstein, Laurent Nunez saisit la justice contre Alain Soral après une publication sur X. Alors qu'aux États-Unis, ça se dit, des trucs comme ça se disent couramment. Donc, on est en droit de se demander si c'est une autre commande politique, comme on l'avait vu la semaine dernière ou l'autre d'avant. Ariane de Rothschild s'était plaint à Jeffrey Epstein des blagues de Dieudonné sur les Juifs et 2 semaines plus tard, Emmanuel Valls lui était tombé dessus et avait commencé sa croisade anti-Dieudonné. Donc, ça a l'air de commande politique. Ça fait mal, selon moi, ça fait mal paraître la justice. Ça a l'air d'être une justice sous influence. Parce que quand on regarde les documents de Jeffrey Epstein, ben, c'est vrai que c'est très embarrassant pour une petite caste de juifs toxiques. Il ne faut absolument pas tous les mettre dans le même panier, mais par exemple, on parle de goyim que tu ne respectes pas. Ils ne respectent pas les goyim. On parle de... Je ne vais pas tous les faire, là. La guerre entre les Juifs et les goyim et les non-Jews, présentement, ce sont les Juifs qui sont en train de gagner entre les Juifs et les non-Juifs. On parle de stratégie d'affaires. On parle de stratégies d'affaires qui sont où les Juifs sont bons et où les goyim se font toujours avoir. On parle de, par exemple, d'intelligence. Il dit une lettre envoyée à Jeffrey Epstein, il dit « Plus tu as de sang juif, plus tu es intelligent. » Par exemple, mon ancien patron a 78% de sang juif et il est comme super intelligent. Et il dit, mon autre partenaire d'affaires a 99% de sang juif et donc il est absolument, totalement intelligent. Puis là, imaginez pour ceux qui ont seulement 10% ou même 0% de sang juif, c'est probablement 0% intelligent. On ne sais pas si c'est des blagues, c'est tiré hors contexte, mais il y en a beaucoup qui laissent un goût amer dans la bouche, hein. Donc, je ne vais pas toutes les passer, mais encore une fois, il y a de ça. On dénonce souvent, on a dénoncé l'islam à Radio-Québec, l'islam toxique, là. Hein, parce que moi j'en connais, j'ai des amis, notamment des amis turcs, là, je les laisserais s'occuper de mon fils. Ils prient 5 fois par jour et puis ils sont complètement... il y a une forme toxique d'islam, puis il y a une forme non toxique d'islam.
de la même façon qu'il y a une forme toxique de judaïsme, puis il y a des formes non toxiques de judaïsme. Là, on parle de la forme toxique du judaïsme. J'essaie de faire des nuances, là, parce que c'est probablement ce qu'on reproche à Alain Soral ici, c'est de ne pas avoir fait de nuances, mais il y a quand même pas mal de trucs, comme ici, je pense que c'est dans plusieurs journaux, ça, c'est ici, le juif séfarade, les non-juifs, les goyim, existent pour servir les juifs. On est censé être des esclaves, servir les juifs, etc. Il y a beaucoup de ces propos-là qui bizarrement, ne se retrouvent jamais devant la justice, et quand tu le pointes du doigt, c'est toi qui te retrouves devant la justice. Donc, au lieu d'essayer de couvrir l'histoire, certaines personnes devraient, selon moi, dans le Mossad ou même dans la communauté juive, assumer et condamner ça. Et il y en a eu de la condamnation. Moi, j'en ai vu passer quelques-unes. Ici, l'informatrice, je suis juive et je l'ai dit sans couture. L'affaire Epstein est un cataclysme moral qui devrait faire réfléchir les gens de ma communauté religieuse. Il y a tout, des rites sataniques, des sacrifices d'enfants, sionisme, Israël, Mossad. On ne pouvait faire pire en termes d'image. Et il y a aussi, lui, une personne que je suis sur Twitter qui est très intéressant. Je vous avais déjà montré une vidéo de lui, Brett Weinstein, qui a été excellent durant la COVID et qui a... c'est lui qui avait appelé, je vous ai montré la vidéo, quand il appelait à l'union des forces entre Trump et RFK. Tout le monde disait, il pensait qu'il y avait une chicane entre Trump et RFK, c'était deux candidats opposés. Moi, je disais, non, ils vont aller ensemble. Moi, je pensais qu'il allait devenir son vice-président à cause de son statut, là, le nom et tout ça. Mais j'étais le seul à dire qu'ils allaient fusionner. Et Brett Weinstein avait demandé ça vers la fin de la campagne, est-ce qu'il y a une fusion Trump-RFK? J'avais montré la vidéo dans un web journal, je le suis sur Twitter ici. Il dit donc, j'ai grandi dans une famille juive, entouré de nombreux amis juifs. La fierté juive était présente, mais je n'ai jamais entendu de propos aussi méprisants. Là, il parle de Jeffrey Epstein, là, pas de Soral. Je n'ai jamais entendu de propos aussi méprisants et excluants que ceux contenus dans l'affaire Epstein. C'est grotesque, anti-américain, anti-occidental, et ça n'a pas sa place dans notre société. Donc, il y a des gens qui ont remarqué exactement la même chose que Soral, c'est-à-dire que chez certaines élites juives, il y a comme un mépris des goyim. Tu vois, c'est comme dans l'islam, il y a le mépris des koufars, là, des mécréants, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui va devoir être vu. On ne pourra pas continuer dans le 21e siècle avec ce genre de conception-là, ni à vivre ensemble. Et donc, vous voyez, donc assumer au lieu d'essayer de couvrir en disant non, parce que c'est comme le dit Weinstein, c'est dommageable pour les Juifs, pour une certaine classe de personnes. Et au lieu de couvrir le crime, on devrait assumer et condamner, comme l'a fait Brett Weinstein, les propos des gens autour de Jeffrey Epstein, ce qu'on pourrait appeler la petite mafia, une clique, disons, une clique toxique. Hein? Donc, surtout comme ce qu'ils essaient de faire, en fait, ce que la France essaie de faire présentement, encore une fois, les mêmes, là, probablement les mêmes personnes au gouvernement qui condamnent Soral pour avoir pointé du doigt la petite clique suprémaciste. Et donc, suprémaciste, je l'ai ici, j'ai été chercher la définition. Suprémacisme est une idéologie de supériorité et de domination. Elle affirme qu'une certaine catégorie d'êtres est supérieure aux autres et doit les dominer, voire les asservir, et qu'elle est en droit de le faire. Il y a un peu de ça quand même dans ce qu'on trouve dans les tweets de Jeffrey Epstein, etc., etc. Mais au lieu de condamner, d'assumer et de condamner, comme le fait Weinstein et d'autres, on essaie de dévier vers les Russes, comme Ruth Elkrieff ici qui dit non. Et partout en France, on nous dit que c'est les Russes. On nous sert une grosse dose de c'est les Russes pour éviter de parler d'Israël, parce que encore une fois, ça fait mal paraître plusieurs personnes là-dedans. Donc, la plus grande opération de chantage de l'histoire, affaire Epstein, la piste russe. Convergence et intérêts économiques, trafic sexuel, compromat. Les relations entre le financier américain et le pouvoir russe étaient multiples. Alors que Ehud Barak est dans à peu près les 3/4 des documents Epstein. Il est allé chez Epstein entre 2015 et 2019. Il était comme un régulier. Il allait comme presque une fois par mois chez Jeffrey Epstein. On voit Jeffrey Epstein avec un chandail des Israeli Defense Force. Il dit lui-même, comme vous savez, je représente les Rothschild.
comme vous savez, je représente les Rothschild et qu'il y a presque 5000 courriels d'échange entre lui et Ariane de Rothschild. J'espère qu'on ne va pas mourir. Je ne suis pas suicidaire, on ne va pas mourir à Radio-Québec. Affaire Epstein, la banquière française Ariane de Rothschild a échangé plus de 5000 courriels avec l'homme d'affaires. C'était comme, pensez-y, là, admettons sur 10 ans, ça veut dire 500 par année. 500 courriels par année, c'est plus qu'un par jour. Et la justice française a toujours refusé de faire quelque chose avec ça. Affaire Epstein, la justice française détenait 4500 courriels confidentiels depuis 2019 et ils sont restés les fesses assis dessus à ne rien faire, à n'ouvrir aucune enquête. Là, maintenant, il y a une espèce de début d'enquête qui a été ouverte, là, mais un début d'enquête qui a été ouvert, mais tout ça pour dire que c'est ça. Jeffrey Epstein, donc, il dit lui-même qu'il représentait les Rothschild, etc., mais on essaie de nous faire croire que c'était les Russes, oui. Moi, ce qui me frappe, alors on dit l'affaire Epstein ou l'affaire Epstein, chacun choisira sa prononciation, c'est que c'est un scandale hors du commun. Il est international, il touche de nombreuses personnalités du Gotham mondain, de la politique de chantage, et la députée LFI Obono qui dit « Vous avez mal orthographié Israël ». Donc, il répond au constat d'une spécialiste de la Russie en lui disant « Non, c'est Israël qui a manipulé ». Bref, vous voyez... vous avez dit Russie, vous auriez dû dire Israël. Voilà. Epstein est un agent du Mossad qui cherchait à impliquer la terre entière. Voilà, mais ça c'est tous les jours, toutes les secondes, ça défile dans tous les sens. C'est de la désinformation russe. Et donc, on les voit paniquer comme ça. Encore une fois, je suggère à des personnes qui sont autour de ça de faire un mea culpa plutôt que d'essayer de... Tu sais, souvent, on dit que couvrir le crime, c'est pire que le crime lui-même. Et des fois, il vaut mieux comme accepter, assumer et s'excuser plutôt que d'essayer de couvrir parce que ça paraît très, très mal et de faire des procès à des personnes comme Alain Soral qui ont dénoncé ça, peut-être de façon un peu... comment je pourrais dire? Il était allé trop loin dans ses mots, je sais pas, je ne veux pas juger, mais... C'est juste que ça jette de l'huile sur le feu et ça fait en sorte que les gens, moi, quand j'ai vu ça, Alain Soral a été accusé de là. Tout de suite, je vais voir si j'en aurais jamais entendu parler, j'aurais jamais vu s'il n'avait pas été accusé, j'aurais jamais vu son tweet. Et c'est comme ça pour plein de personnes. C'est comme ça attire les regards. C'est de la mauvaise stratégie, ça attire les regards et je ne veux pas leur donner des trucs, comment couvrir les choses, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, faire un peu, il y a des personnes qui devraient peut-être démissionner au Mossad, faire un peu comme le directeur du GCHQ britannique, ça c'est l'équivalent de la NSA, qui après avoir espionné la campagne de Donald Trump, le surlendemain de l'assermentation de Trump a donné sa démission. Le directeur du GCHQ, Robert Hannigan, démissionne. Il était en poste depuis 2014 parce que, oui, le GCHQ, la NSA britannique, a été prise en flagrant délit d'espionnage sur la campagne de Donald Trump. C'est cette histoire de collusion avec la Russie. Le gars a démissionné. Donc, il devrait faire quelque chose comme ça au lieu de nier, de reporter ça sur la Russie. C'est complètement ridicule, cette histoire-là. Alors que partout en Europe, on essaie de censurer, justement. Pourquoi, encore une fois, le timing est cui bono? Pourquoi il y a de la censure maintenant en Europe au début 2026, fin 2025, début 2026, c'est clair qu'ils ne veulent pas, ils veulent ajouter des couches d'interdiction, de censure, ils font des descentes sur les locaux de X, cybercriminalité, Mosque convoqué en avril par la justice française, perquisition chez X en France, les bureaux de la plateforme X perquisitionnés à Paris. Ben oui, parce que c'est pas les... aux nouvelles, c'est ça, c'est les Russes. Puis là, mais là, sur les réseaux, on a un petit peu plus, une version un petit peu plus nuancée. Affaire Epstein, c'est tentative de déstabilisation russe qui vise la France. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand on dit que c'est des tentatives de déstabilisation russe? Bien, ça permet, vous savez, à partir du moment, c'est comme ça que fonctionne l'État profond, à partir du moment où on dit c'est les Russes, tout de suite, ça permet d'engager des ressources stratégiques, des ressources informationnelles, des ressources militaires, des ressources des services de renseignement. Donc, en brandissant la piste russe, ça permet au système de cybersécurité et d'information, aux services secrets français de rentrer dans le dossier
d'espionner les gens, de mettre des gens sous écoute, etc., etc. Juste le fait de mentionner les Russes, c'est comme ça qu'ils ont opéré aux États-Unis avec Trump. Ils ont dit que c'était un agent. C'est toute cette histoire de Pizzagate, pas de Pizzagate, mais de collusion avec la Russie. C'est comme ça. Ils ont dit, à partir de rien, qu'il était compromis par les Russes. Et après, ça leur a donné une justification, une fausse justification pour ouvrir une enquête qui n'avait pas de fondement. Et là, c'est la même chose. On nous dit la piste russe, alors que le gars, il dit « Je travaille pour les Rothschild ». Ouais. On nous dit la piste russe, ça permet de mettre des personnes sous écoute, de déployer des ressources pour faire ce qu'ils veulent faire, censurer, ça permet de passer des lois. C'est les Russes, et donc on est maintenant justifié de censurer parce qu'on est en guerre, vous comprenez? Donc il y a tout, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils désignent un ennemi, et puis après ça, ça leur permet d'investir des ressources. Un ennemi fictif, là, et après ça, ça leur permet de débloquer des ressources pour combattre un phénomène quel qu'il soit. On crée un homme de paille, et puis après ça, ça nous... voilà. Donc, en tout cas, si jamais Soral se fait condamner ici, vous voyez, comme un responsable américain de l'administration Trump, les Anglais qui sont victimes d'atteinte à la liberté d'expression peuvent demander l'asile politique aux États-Unis. Alors, ce serait peut-être finalement une voie pour Alain Soral. Donc, Trump official, British free speech victims should seek asylum in the US. Et donc, ouais. Fait que c'est ça. Maintenant, on va terminer avec ça ici, féminisme toxique. Donc, on a eu, je vais vous montrer le début de la chronique pour les Français qui n'ont pas suivi le début de la chronique d'Élisabeth Lemay, où elle dit essentiellement que elle parle de la crise de la solitude masculine. Et elle se trompe complètement comment je pourrais dire, elle confond les causes et les effets, là. Mais je vous laisse écouter en premier une partie de son intervention sur les ondes du diffuseur public Radio-Canada. Permettez-moi de vous dire mon hot take de la journée. La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes. La différence, c'est que notre solitude à nous, elle passe inaperçue parce qu'on importune personne. Moi, quand je me sens seule, je prends un bain, j'écoute un film de Julia Roberts, je me fais un facial, j'écris des chroniques. En revanche, que font les hommes quand ils se sentent seuls? Ils se radicalisent. Écoutez ça, les hommes se radicalisent en ligne, deviennent fascistes, tuent les femmes. Ils en ligne, ils deviennent fascistes. Ils insultent les femmes sur les réseaux sociaux, ils fabriquent des deepfakes, ils utilisent l'intelligence artificielle de toutes les manières inimaginables pour nous agresser. Évidemment, j'entends des auditeurs qui disent « Pas tous les hommes! » Ouais, si vous dire ça, vous faites partie du problème, pour être honnête. Si tu dis pas tous les hommes, tu fais partie du problème. Elle est allée plus loin que ça dans d'autres chroniques. Elle dit donc les hommes ne méritent pas mon empathie. Les hommes seuls. Et là, c'est parce que l'opinion sur rue, cette fille-là, c'est que elle a des chroniques, elle est publiée dans la presse, elle est publiée on l'amène à la télévision. Donc, les hommes seuls ne méritent pas mon empathie. Les hommes seuls ne le sont que parce qu'ils voient le couple comme une machine à dominer. Les hommes sont seuls parce que leur vision du mâle traditionnel est périmée. Les hommes seuls parce qu'ils ne sont pas grandis au même rythme que leur époque. Les hommes sont seuls parce qu'ils ne cessent d'assassiner leur conjointe. C'est comme... En fait, c'est la crise de la solitude masculine, c'est pas ça du tout. Hein. Je ne sais pas d'où elle prend ces informations. La crise de la solitude, vous pouvez demander à n'importe quelle intelligence artificielle, la crise de la solitude masculine, c'est le fait que, surtout chez les 18-29 ans, là, en dessous de 30 ans, les jeunes hommes ne veulent plus s'investir, ne veulent plus être en couple avec des filles. Ne veulent tout simplement plus être en couple avec des filles. Et vous avez des millions de vidéos de ces filles sur TikTok, entre autres. Il y a 1,3, quand j'ai fait la demande, 1,3 million de vidéos de filles qui se demandent où sont les hommes, where are the men? Ils vont dans des événements sociaux, les hommes ne sont pas là, les hommes ne les amènent plus ne les invitent plus à sortir le soir dans des dates, les hommes ne parlent plus aux filles dans les gyms, et donc les filles se disent, les hommes sont complètement sortis du marché des relations amoureuses, et il y a beaucoup de raisons pour ça. Et si vous allez sur TikTok et tapez ça, Where are the men, vous allez voir des dizaines de milliers de ces vidéos de filles qui cherchent des hommes. Les hommes ne participent plus à ce processus-là.
Sur TikTok, le sujet est devenu une tendance majeure où les femmes partagent leur frustration face à face à un marché des rencontres perçu comme brisé en 2025-2026. Le contenu se divise généralement en plusieurs thématiques, contenu type. Donc, pourquoi les hommes n'essaient plus? Les hommes ne veulent plus approcher les filles pour plusieurs raisons. Parce que ils se font retourner comme des crêpes. Les filles disent ouvertement qu'ils n'ont pas besoin des hommes. Quand les hommes approchent, les hommes se font retourner, à moins que l'homme soit un Brad Pitt ou très, 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 très beau, ils se font retourner de façon sèche. Il y en a plusieurs. Hein, donc, aussi le fait que, par exemple, les lois sur le mariage sont totalement débalancées en faveur des femmes. C'est-à-dire, tu te maries, puis c'est comme... un mariage sur 2 qui échoue, je pense, en dedans de 5 ans. Et là, tu perds tout. Tu es un homme, là, tu perds la moitié de ta richesse. Là, tout ton bien, ce que tu as gagné. Puis après ça, tu dois payer une pension alimentaire. Tu dois payer des... Fait que le mariage, c'est juste plus une option pour les hommes, là, présentement. Côté relation, il y a tout le mouvement MeToo, c'est-à-dire que n'importe quelle fille avec qui tu sors peut t'accuser de l'avoir agressé, etc. Donc, je veux dire, pour faire une histoire courte, c'est devenu un marché, je ne veux pas utiliser le mot marché, mais les rencontres, c'est devenu quelque chose d'extrêmement périlleux pour les hommes. Soit tu peux tout perdre, tes actifs, ta richesse, etc. Si tu es marié, si tu n'es pas marié, tu peux te faire accuser de n'importe quelle agression, de violence, etc. Donc, les hommes se retirent, c'est ça. Hein? C'est les filles qui cherchent les hommes. C'est pas la solitude masculine, c'est pas quelque chose de triste. C'est les hommes qui ont arrêté de jouer ce jeu-là parce que présentement, ça n'en vaut pas la peine. C'est ça le truc, là. Et chez les 18-29 ans, 63% des hommes sont célibataires. Chez 18-29 ans, 63% des hommes sont célibataires parce qu'ils ne veulent pas jouer le jeu présentement, ça n'en vaut pas la peine, etc., etc. Okay? Donc, mais on va aller plus loin aujourd'hui. Il y a aussi le fait qu'on va en reparler, c'est aussi que les filles se sont radicalisées à l'extrême gauche. Ça ici, c'est les tendances, c'est aux États-Unis, c'est les tendances sociales, l'affiliation politique chez les 18-29 ans, encore une fois. Donc, en haut, vers le haut, c'est à gauche et vers le bas, c'est à droite. Donc, vous voyez que les hommes se tiennent un petit autour de la ligne ou sinon un petit peu en bas à droite, alors que les filles sont parties loin en haut dans la gauche. Il y a comme une différence de presque 30 points à certains endroits, une différence de 25 points entre les hommes et les femmes sur les tendances politiques, c'est-à-dire que les filles se sont radicalisées à gauche, tu sais, c'est ce qu'on appelle, là, et celles que vous voyez militer contre ICE et tout, là, pour les frontières ouvertes et tout, là. Les filles se sont radicalisées à gauche, alors que les gars sont sur la moyenne ou un petit peu plus en bas du côté conservateur. Et donc, il y a cette espèce de fossé politique entre les hommes et les femmes, mais il y a, c'est ça, et c'est pour ça qu'on demande ici, ça c'est le Telegraph anglais, why are young white women so angry? Comme Elisabeth Lemay, why are pourquoi les jeunes femmes sont aussi agressives et fâchées? Ouais, ça ici, ça c'est une autre chronique, ça. Les hommes c'est la chronique que j'ai lue, là. Les hommes sont seuls parce qu'ils assassinent leur conjointe. Wow! En termes de réduction, là, comment je pourrais dire, du champ, la réduction de la problématique, c'est spectaculaire, n'est-ce pas? Et ça a été publié le 3 juin 2025, c'est-à-dire l'été dernier, et par la suite, au mois de novembre, elle a reçu un prix littéraire. Tu sais. Elisabeth Lemay remporte le prix littéraire Jeannette Bertrand, etc., vous la voyez avec Pauline Marois, Jeannette Bertrand, etc. Et c'est comme si, tu sais, elle a reçu un prix alors qu'elle sortait des propos radicaux comme ça, où est-ce qu'elle méprise les hommes et tout. Et ça, donc, c'est du féminisme de deuxième vague. Refaisons un peu l'historique du féminisme. Il y a eu le féminisme de la première vague, ça c'était l'égalité des droits. Hein, on voulait accéder, les femmes voulaient accéder à l'égalité des droits. Donc, l'autonomisation, ne plus être sous leur mari et puis avoir elles-mêmes le droit de faire ce qu'elles veulent et puis, travailler, aller, si elles étaient compétentes, faire le même travail qu'un homme, etc. Ça, c'était la première vague. Après ça, il y a eu le féminisme de deuxième vague. Ça, c'est la haine des hommes, c'est-à-dire que
même le sexe dans le mariage, c'est toujours un viol parce que, étant donné qu'on opère à l'intérieur du patriarcat, c'est jamais du libre arbitre. Et donc, le féminisme de deuxième vague, c'est la haine de l'homme. Hein, parce qu'étant donné qu'on est dans le patriarcat, les femmes sont automatiquement dominées, donc elles sont automatiquement victimes, etc. Ça, c'est le féminisme de deuxième vague. Il y a le féminisme de troisième vague. J'ai lu là-dessus en passant, et c'est pour ça que je pense que je vais répondre à Elisabeth Lemay dans un féminisme 101. Le féminisme de troisième vague, c'est le féminisme non-binaire. C'est Judith Butler, c'est-à-dire que finalement, c'est l'identité de genre. L'identité de genre est construite et donc c'est le système patriarcal qui te force à être une femme alors qu'on n'a pas de sexe déterminé. Ça, c'est le féminisme de troisième genre, de troisième vague. Et après ça, il y a le féminisme de quatrième vague. J'ai lu ça récemment. Le féminisme de quatrième vague, c'est le mouvement MeToo, c'est-à-dire que c'est comme on pourrait dire, c'est du féminisme de deuxième vague, mais avec des poursuites, puis avec des attaques, etc. De sorte qu'il y en a tellement eu que maintenant, les hommes n'osent plus dans un bar. Puis regardez les vidéos sur TikTok, là, c'est des femmes... les hommes n'osent même plus approcher les filles dans les bars. Il n'y a plus personne qui fait de move, là. Il y a, au gym, tu n'oses même plus regarder une fille parce que tu vas te retrouver sur les réseaux sociaux. Les filles se filment des fois, puis c'est comme... Donc, il y a cette espèce... Le féminisme a été militarisé contre les hommes, de sorte que maintenant, les hommes se retirent, faites vos affaires, et puis on s'organisera autrement. Puis là, j'ai aussi lu Féminisme de cinquième vague, qui est un retour de la féminité. Alors que le féminisme de deuxième vague, ça s'est construit contre les hommes et comme il y a une espèce de victimisation des femmes, etc. Puis un rejet finalement de la féminité parce que même le fait d'accoucher, c'était comme un truc imposé à la femme et tout. Là, le féminisme de cinquième vague, c'est plus comme un retour vers la féminité. Donc, je vais approfondir ça pour la prochaine fois, mais je voulais juste mentionner un certain nombre de choses. Okay? Quand on dit, par exemple, en ce qui concerne le féminisme de deuxième vague, on nous dit que les femmes ont été opprimées à travers l'histoire, etc. Puis c'est la libération de la femme, c'est ce qu'elle dit dans son truc, là. De sorte que les femmes ont traditionnellement été opprimées, de sorte que maintenant, on est en droit de détester tous les hommes blancs, je les haïs, etc., etc. Je voulais juste rappeler que dans aucune culture, les hommes ont placé les femmes en devant du danger. C'est-à-dire que les hommes ont toujours protégé avec leur corps et avec leur vie les femmes et les enfants. Ça, encore une fois, ça serait le fun qu'on donne du contexte à ce truc d'oppression de la femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un danger, que ce soit une invasion, que ce soit même un feu dans le foyer, les hommes vont risquer leur vie pour aller défendre la femme et l'enfant. Quand il y a une invasion, les hommes vont prendre les armes puis ils vont littéralement placer leur corps entre le danger et la femme et les enfants. C'est-à-dire que c'est pour ça que les hommes ont une espérance de vie beaucoup plus basse que la femme, parce qu'ils font face au danger. Les hommes ont toujours sacrifié leur vie pour femmes et enfants. Les hommes se sont toujours attribués les tâches les plus demandantes physiquement. Tu sais, quand on dit que la femme était obligée de rester à la maison, etc., oui, ben c'est parce que l'homme était comme à la mine, tu sais, ou était à la shop à respirer de la fumée toxique. Et il revenait le vendredi, puis il donnait son salaire à sa femme. La femme restait à la maison avec les enfants. Moi, si tu me dis genre, Alexis, mettons, comme je suis un ange, puis je flotte au-dessus d'une civilisation, puis là, tu peux t'incarner en homme ou une femme. Puis là, l'homme est comme dans une mine à comme 1 kilomètre de profondeur à respirer de la fumée toxique de charbon. La femme est à la maison avec les enfants. Où est-ce que tu veux te réincarner, Alexis? Je vais choisir la femme, je vais rester à la maison en pyjama avec mes enfants, puis ce sera l'autre qui ira respirer de la fumée toxique ou qui ira sur la plateforme de forage sur des mers déchaînées ou qui sera pompier, puis qui ira combattre le feu. Et puis, tous les trucs dangereux ont été faits par les hommes. Il y a toujours eu cette préoccupation de préserver la femme, sauver la femme, parce que la femme est plus fragile, puis il y a eu cette... et même... et c'est ça le patriarcat, c'est-à-dire que le patriarcat, il y avait de la galanterie, il y avait le respect de la fragilité de la femme, et c'est pas vrai que, je veux dire, pensez seulement au Titanic, là, vous me voyez arriver, là, c'est tellement romantique, mais c'est qui est mort sur le Titanic? Là? C'est Leonardo DiCaprio, là. C'est lui qui est resté dans l'eau. On s'entend? C'est lui qui est mort alors que l'autre, Rose, elle était
à sec sur le radeau. Je vous montre une survivante du Titanic. Je parle du Titanic parce que j'ai une survivante du Titanic ici qui dit justement comment ça se fait que... Elle dit, vous aviez un mari, votre mari est mort. L'intervieweur, c'est la CBC, c'est ça ici. Là. L'intervieweur lui dit, votre mari est mort. Et puis là, la fille dit, ben c'est la règle en mer, les femmes et les enfants en premier. Et là, allons-y juste avec ça. Là. Après ça, on commentera. Oh. Je ne l'ai pas. On va le mettre. Je l'ai à quelque part ici. Non. Ah, c'est ça ici. Attendez un instant. Moi, ce qui me frappe... Father did not get in the lifeboat. Why was that? Why? Mm-hmm. Well, you know the rule of the sea, don't you? Women and children first. No man is going to take the place of a woman or child. And by the time the women... Pourquoi votre mari n'a pas survécu? Il a dit, vous n'êtes pas au courant, c'est la règle de la mer, les femmes et les enfants en premier. Aucun homme ne va prendre la place d'une femme ou d'un enfant. Et regardez après ça les statistiques des morts, c'est-à-dire que lors du naufrage du Titanic, seulement 20% des hommes ont survécu, alors que 75% des femmes ont survécu. À cause de ça, parce que les hommes se sont sacrifiés. The children were in that lifeboat, it was full. Absolutely. I was just 7 and barely grown. Mama said that you're not alone. They shouted loud with the women through, but forgot the boys with tiny shoes. Alors, dans le patriarcat, les hommes ont dit, nous allons mourir et vous allez survivre. Et ça a toujours été ça à travers l'histoire. Les hommes vont mourir, on peut se débarrasser des hommes, on peut... Vous comprenez? Je veux dire, les hommes sont sacrifiables, les femmes non. Il y a une cause biologique à ça, parce que, mettons, dans un village, je veux dire, biologiquement, dans un village, si 99% des femmes sont mortes, ben le village s'éteint parce que si sur 100 femmes, il y en a 99 qui sont mortes, puis il reste juste une femme, mais tu peux juste avoir un enfant. Et puis l'année d'après, un autre enfant. Alors que si dans un village, 99% des hommes sont morts, mais toutes les femmes sont encore vivantes, le seul gars qui reste peut avoir 100 enfants en une année. Et c'est pour ça qu'on peut disposer des hommes. Et les hommes ont, encore une fois, à travers toute l'histoire, ont toujours donné... Comment je pourrais dire? Je ne veux pas dire toute l'histoire, je m'auto-objecte parce que là, vous allez me sortir des cas. Là. Mais en tout cas, dans la civilisation occidentale, les hommes ont toujours pris les tâches les plus difficiles, les trucs où est-ce que tu meurs jeune, où est-ce que tu t'arrives à la maison... Et les femmes, oui, devaient peut-être rester à la maison, mais c'était une époque, auparavant, là, les femmes disent qu'elles se sont émancipées, c'était une époque où on n'avait que des devoirs. La notion de droit est arrivée comme assez récemment, là, c'était juste des devoirs. La femme avait des devoirs envers son mari, le mari avait des devoirs envers sa femme, le mari avait des devoirs envers le Seigneur ou envers la société, etc. D'où la possibilité d'être conscrit et d'être envoyé sur le front. Alors que la femme restait à la maison, lui allait dans les barbelés, sous les balles des mitrailleuses, sous les obus, se faire déchiqueter des bras, des pieds, etc. Alors que les femmes restent tranquillement à la maison. Ça, vous voyez, c'est des Ukrainiens. Une Ukrainienne qui monte son cul sur OnlyFans versus le soldat qui a perdu ses 2 jambes. Sur le front ukrainien, il n'y a pas beaucoup de féministes. En Ukraine, présentement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui disent « J'aimerais ça avoir l'égalité ». Laisse les gars y aller puis se faire exploser sous les obus russes. J'en ai un autre. He's not saying that what Epstein did is a hoax. It's a terrible, unspeakable evil. He believes that himself. Vous voyez un peu, je vais pas. Vous voyez, c'est deux réalités. Les femmes ukrainiennes, elles ne sont pas toutes comme ça, elles ne font pas toutes le party comme ça, mais je pense que vous voyez un peu l'analogie. Les hommes sont dans la neige sur le front à se faire sauter par des drones. Aucune chance de survie. Ou les obus russes, c'est comme l'artillerie russe, c'est pas vivable. C'est des bombes thermobariques et tout, alors que, bon...
Et donc, ça a toujours été comme... et donc, de dire que c'est de l'oppression alors que les femmes ont toujours été gardées pas dans des positions toujours enviables, elles ont probablement pas toujours voulu ce qu'elles ont obtenu, mais est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que, de façon générale, les hommes se sont la plupart du temps attribué les trucs mortels et difficiles physiquement et tu sais, ouais. Et que les femmes, même si elles étaient confinées à la maison, c'était souvent, pas tout le temps, mais c'était souvent moins pire que ce que l'homme s'attribuait dans le cadre du patriarcat. Et à partir d'un certain moment, c'est ça, féministes de première vague, les femmes ont dit, ouais, on veut l'égalité, etc., etc. Et c'est ce qu'ils ont fait finalement. Hein? Par exemple, il y a un cas, les cas bien connus. En Suède, les Suédoises ont été parmi les premiers à obtenir l'égalité, justement le fait de ne pas avoir de restrictions de genre à l'emploi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Suédoises ont choisi, en fonction de leur préférence de genre, ici donc Publimed, attributs professionnels et ségrégation professionnelle par sexe en Suède. La Suède figure régulièrement en tête des classements internationaux en matière d'égalité des sexes, mais présente paradoxalement une forte ségrégation horizontale entre les sexes sur le marché du travail. Combinant les données administratives et données recueillies auprès des répondants, cette étude examine les caractéristiques des professions si les caractéristiques des professions sont associées à la répartition des sexes dans les professions. Les résultats montrent que la proportion des femmes était en moyenne plus élevée dans les professions axées sur les relations humaines et exigeant des compétences verbales et plus faible dans celles axées sur les objets exigeant des compétences numériques, des modèles linéaires mixtes, blablabla. Donc, même quand on donne l'égalité aux femmes, les femmes vont faire des choix genrés. Mais même chose pour les hommes. Les hommes vont faire des choix genrés parce qu'il y a des réelles différences biologiques, des différences d'aptitude entre les hommes et les femmes. Et c'est ça, cette distinction-là, homme-femme, était à la base de la ségrégation entre les hommes et les femmes traditionnellement. Hein, les hommes, étant donné que c'était... les hommes, on les envoyait faire des trucs... plus physiquement demandants, exigeants, plus dangereux, etc., ben on les spécialisait là-dedans, puis les femmes faisaient le reste du travail. Même chose ici, sur le marché du travail suédois, la prédominance des hommes ou des femmes dans certaines professions ne peut s'expliquer par la discrimination à l'embauche. C'est pas la discrimination à l'embauche, c'est les femmes qui font des choix, ils veulent des professions où est-ce qu'il y a plus de social, où est-ce qu'il y a plus d'utilisation de langage, alors que les hommes sont plus du côté des objets. Des objets numériques, etc., etc. OK. Et donc, étant donné que les femmes choisissent de cette façon-là, c'était clair, en tout cas, pour Simone de Beauvoir, qu'il ne fallait pas les laisser choisir. Et donc, ici, elle dit dans Simone de Beauvoir and Betty Friedan, Sex, Society and Female Dilemma, le dilemme des femmes dans le sexe, dialogue entre Simone de Beauvoir et Betty Friedan, une autre féministe radicale, le 14 juin 1975. Aucune femme ne devrait être autorisée à rester à la maison et à élever ses enfants. Aucune femme ne devrait être autorisée à rester à la maison et à élever ses enfants. La société devrait être différente, ça devrait être interdit, c'est-à-dire on devrait interdire aux femmes de rester à la maison et d'élever leurs enfants. Les femmes ne devraient pas avoir ce choix, précisément parce que si ce choix existe, trop de femmes le feront parce que c'est ça qu'elles veulent. Quand tu donnes le choix aux femmes, elles choisissent certaines choses et que si le choix existe, les femmes préféraient rester à la maison avec leurs enfants, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai que dans certains courants féministes, c'est le choix des femmes. Il faut, au contraire, orienter les femmes, les empêcher essentiellement d'avoir des enfants. La maternité est un esclavage, hein, parce qu'elle est vulnérable à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas travailler, donc elle a besoin d'un homme pour subventionner, ou l'État pour subventionner à ses besoins. C'est ce qui a fait en sorte que, comment elle s'appelle, Hélène Pedneau, c'est ça? Dans Le Devoir, disait qu'on devrait utiliser l'immigration pour renouveler la population,
parce que une femme enceinte est une femme vulnérable, et étant donné qu'on ne veut pas que les femmes soient vulnérables, on ne devrait pas avoir de bébé, mais ça, j'extrapole ce qu'elle disait, mais on ne devrait pas avoir de bébé, et puis plutôt se concentrer sur l'immigration pour renouveler la société. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Et donc, les femmes ne devraient pas avoir ce choix. C'est pas vrai que c'est pour la liberté des femmes et puis l'émancipation, etc. C'est orienter les femmes et faire en sorte que les femmes soient juste comme des hommes comme les autres et compétitionnent avec les hommes sur le marché de l'emploi, etc. Et ce qui est de spécifique à une femme, c'est-à-dire la possibilité de donner la vie. Ce qui est miraculeux chez une femme, c'est-à-dire la possibilité de donner la vie, c'est complètement écarté de la réflexion. On ne leur donne pas le choix. C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix d'être des femmes et En tout cas, tout ça, je voulais juste terminer là-dessus. Je voulais juste bien faire passer le message, oui, que bien sûr qu'il y a des hommes violents, etc. Et puis, les hommes sont violents entre eux aussi. Les hommes ont de la testostérone. La testostérone, ça peut mener à de la violence. Il y a de la prise de risque. La testostérone, ça va augmenter la prise de risque. La testostérone, c'est quelque chose c'est une bénédiction et une malédiction en même temps. C'est-à-dire que la testostérone va faire en sorte que tu vas faire des affaires folles. C'est pour ça que les jeunes pleins de testostérone font des affaires folles avec des motos ou des voitures, vont faire des trucs de fous, vont se casser la gueule, vont essayer vont sauter de toits dans des piscines, vont faire des trucs complètement ridicules, parce que quand tu as de la testostérone, tu as besoin t'as besoin de physique, tu as besoin d'un choc physique, quand tu te fais mal, finalement, ça ne fait pas vraiment mal, puis tu vas recommencer, puis c'est un peu ça la testostérone. Et donc, c'est ce qui fait en sorte aussi que tu vas prendre des risques, ce qui fait en sorte aussi que les hommes sont souvent plus criminels que les femmes. Il y a comme un plus haut taux de criminalité chez les hommes que les femmes parce qu'il y a, encore une fois, la testostérone va faire en sorte que tu vas vouloir prendre des risques. Mais toutes les inventions, c'est pour ça que beaucoup des inventions aussi l'ont été par des hommes, ont été découvertes par des hommes. Par exemple, comme l'aviation, combien, j'en ai parlé dans le web journal sur la civilisation européenne, l'aviation, combien de personnes sont mortes à essayer de voler, puis la plupart, c'était probablement des hommes, à essayer de voler comme un oiseau, là, avant que ça fonctionne finalement. Et donc, pensez à toute cette prise de risque-là, les voyages, les voyages de découverte en bateau, aller traverser l'océan Atlantique avec les tempêtes et les typhons, etc. C'est ça, c'est pas beaucoup de femmes parce que faut être un peu fou pour faire ce genre de choses-là. Et donc, ça prend la testostérone et les femmes en ont quelque chose comme 20 fois moins que les hommes. C'est pour ça que les hommes font comme plein de choses, meurent beaucoup plus, prennent plus de risques et aussi découvrent, des fois, font des trucs qui amènent à des découvertes, etc. Il y a un fondement biologique à ça. OK? Il y a un fondement biologique à ça. Les femmes ont de l'estrogène, les hommes ont de la testostérone. Et donc, la testostérone, ça peut mener à des bonnes choses, comme des découvertes, etc., etc. La testostérone, ça va aussi être genre la prise de risque dans le genre, tu as un pouvoir tyrannique, là, et tu vas te tenir contre un pouvoir tyrannique, là. Ça va être non, puis tu vas avoir envie d'en découdre. Et c'est pour ça qu'il y a cette guerre contre la masculinité, la testostérone, etc. Les mondialistes ne veulent pas ça. Parce que c'est quand tu as... c'est comme une bonne révolution a besoin de testostérone, n'est-ce pas? Et donc, les mondialistes laissent tous les produits qui diminuent la testostérone, les perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet, dans les plastiques, les phtalates, etc., parce que c'est une bonne chose pour eux, la baisse de la testostérone, ça rend le peuple docile. Tout ça est lié, je fais un petit peu je saute du coq à l'âne dans mes réflexions, mais je voulais juste bien bien souligner le fait que dans la vaste majorité des cultures, les hommes se sont toujours mis devant le danger, ont toujours gardé les femmes à l'écart, loin du danger, et ont toujours mis leur vie en jeu se sont toujours sacrifiés pour femmes et enfants, comme sur le Titanic. Les femmes et les enfants en premier, nous, on va mourir, right? Et ça n'arrive jamais dans la tête de ces féministes-là, là, c'est toujours... ce qui est masculin est toujours négatif, là. Et même, par exemple, même à l'époque
où les femmes étaient prises en esclaves. Il y a de l'esclavage, les femmes allaient dans les harems, les femmes étaient comme dans les bordels, etc., etc. Oui, tout ça est absolument répréhensible. L'humanité est remplie de taches noires et de... Sauf que, oui, les femmes allaient dans les bordels, étaient envoyées, les femmes qui étaient capturées étaient envoyées dans les bordels ou dans les harems, ou etc. Les hommes étaient envoyés sur le front ou dans les mines, encore une fois. Pensez encore une fois, c'est-à-dire, souvent chez les féministes, ils vont juste voir le problème pour les femmes. On était envoyés dans les bordels, on a été abusés, etc. Ouais, nous autres, étaient envoyés sur le front sous des obus. Sous des obus ou dans les mines, genre dans une mine, là, genre en 1540, là, avec aucun truc de sécurité, là, avec genre une chance sur 3 de mourir en dedans de 5 ans, là, et la mine s'écroule. Encore une fois, je vais terminer là-dessus, là, mettez-vous encore une fois là, dans la position de l'œil, pas de l'œil qui voit tout, parce que les gens vont encore dire, mais genre comme un ange qui plane au-dessus de la société. Est-ce que vous si vous étiez réduit en esclavage, puis vous aviez le choix entre vous incarner en homme ou une femme, qu'est-ce que vous choisiriez? Qu'est-ce que vous choisiriez? Être un homme et aller dans une mine à 1 kilomètre de profondeur, sans oxygène, claustrophobe, à miner du charbon, sans aucun truc de sécurité, ou aller sur un champ de bataille puis vous prendre des haches dans la tête comme ça, genre, tu sais, d'un viking qui essaie de couper les bras et puis genre, tu sais pas si tu vas vivre là, ou bien être dans un bordel puis devoir coucher avec des personnes qui te plaisent pas. C'est ridicule, mais je veux dire, moi, je prendrais le bordel, là. Je veux dire, je préférerais pas aller dans une mine ou aller sur un champ de bataille. Les hommes et les femmes ont été réduits en esclaves et les hommes aussi l'ont eu dur. Mettons ça comme ça, OK? Mettons ça comme ça. Les hommes aussi l'ont eu dur et les féministes ne regardent jamais, voient l'histoire de l'humanité comme une histoire d'oppression, mais c'est pas juste les femmes qui ont été opprimées, les hommes aussi ont été opprimés. C'était une époque où il y avait juste des devoirs et pas de droits, et où la vie était très difficile, autant pour les hommes que pour les femmes. Mais dans ce contexte-là, d'une vie difficile pour les hommes et les femmes ont toujours eu, les hommes se sont toujours mis devant le danger, ils ont toujours pris la tâche la plus difficile. OK? Or, aujourd'hui, on est pris avec, c'est ça, le problème des femmes de gauche qui détestent tous les hommes, qui détestent la société, qui détestent ces femmes de gauche-là qui sont en partie la cause de l'effondrement de la société en défendant les frontières ouvertes. Vous les avez vues avec ICE, là, c'est des femmes de gauche qui manifestent contre l'ICE, ils voient le fascisme partout. My pussy is open for refugees. Donc, la submersion migratoire est défendue par ces femmes de gauche-là. Quand je disais ici qu'il y a un écart grandissant entre les hommes et les femmes, bien, vous le voyez ici, toutes les saloperies de gauche, c'est défendu majoritairement par les femmes. Les trucs genre... les trucs verts de réduction énergétique, ils ne voient même pas les conséquences de leurs actes. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas quand ils sont ouverts aux réfugiés que l'argent que tu payes à un réfugié, eh bien, c'est l'argent que tu ne donnes pas aux personnes ici. Les réfugiés au Québec, là, j'ai publié ça sur X, là, les réfugiés au Québec ont fait plus que décupler la facture des soins de santé. C'est juste pour les soins de santé, là, ça a augmenté de 1142% en l'espace de quelques années, je pense 7-8 ans. Les frais de santé pour les réfugiés ont augmenté de 1142%. Et là, après ça, on se plaint que des gens meurent sur des listes d'attente. Tu sais, je ne suis pas capable d'avoir un IRM, je ne suis pas capable d'avoir d'avoir ma chirurgie pour une hanche. Ben non, c'est parce que les réfugiés passent en premier et puis occupent les listes d'attente.
Parce qu'on leur paye tout. Et donc, ils ne comprennent pas ça. Ces femmes de gauche-là ne comprennent pas la causalité. Ils ne comprennent pas que l'ouverture des frontières, ça fait en sorte qu'on n'est plus capable d'avoir nos propres services parce qu'on paye pour la moitié de la planète. Même chose avec les politiques vertes. Là, c'est comme les politiques vertes, ça fait après ça, ils se plaignent qu'ils sont obligés de prendre une douche à deux ou ils vont en trottinette en hiver au travail, etc. Même chose avec les femmes trans. On les laisse rentrer partout, etc. Puis après ça, il y a des petites filles qui se font violer dans les toilettes ou dans les sports féminins. Il y a comme de la compétition indue et tout ça. Oui, il y a des conséquences. Et donc, ils déplorent les effets dont elles chérissent les causes. Elles ne voient pas, pour ces femmes de gauche, là, radicales, elles ne voient pas les effets néfastes des causes qu'elles chérissent. Vous comprenez? C'est de la myopie. Et tout est perçu sous l'angle de la misogynie et du racisme, etc. C'est comme du conditionnement idéologique. Ils ont été bien contentes d'avoir une politique féministe en relations internationales. Sweden's Feminist Foreign Policy, Long May it rain, ça c'est le Foreign Policy, le journal Foreign Policy. La Suède, qui est un phare d'égalité homme-femme, a adopté une politique internationale, une politique étrangère ouvertement féministe, et ils ont laissé rentrer des centaines de milliers de réfugiés, des Somaliens, des Érythréens, etc., surtout de l'Afrique, et ils se sont retrouvés avec des no-go zones. Ils sont devenus la capitale du viol en Europe. Stockholm est devenue la capitale du viol en Europe, là, avec des bombardements, des voitures incendiées, et puis une soixantaine de no-go zones où on ne peut pas aller, où la police ne va plus là-bas. Et donc, c'est ça. Les politiques des femmes de gauche, finalement, ne comprennent pas que leur politique stupide d'ouverture à ci ou à ça, finalement, détruit la société et se retourne contre elle à la fin. OK? Voilà. Merci, Strickland. Merci, Strickland. Merci. Donc, en ce qui concerne ça ici, pour les questions de biologie et tout, je vais probablement faire un féminisme 101 qui va expliquer notamment le rôle de l'estrogène et de la testostérone dans la construction non seulement du physique, mais de la personnalité, de la prise de risque, etc., et des stratégies sociales qui entourent ça. Parce que quand tu as de la testostérone, tu veux prendre des risques, et donc même des risques sociaux. C'est-à-dire que tu vas être prêt à sacrifier beaucoup pour monter dans la hiérarchie sociale. Et c'est pour ça qu'il y a souvent une différence en politique entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes sont prêts à planter des coups de couteau dans le dos, puis prendre des risques, puis tout perdre pour monter. Les femmes, un peu moins. Tu vois, puis ça, c'est en général à cause de la testostérone. Je vais l'expliquer. Ça a été scientifiquement démontré. Il y a comme des dizaines d'études là-dessus. Encore une fois. Et donc, souvent, les choses que les féministes vont dénoncer sont en fait des réalités comme de l'oppression culturelle, etc. sont en fait des réalités biologiques. C'est en fait des réalités biologiques qui se cachent derrière ça. Et tout ça pour dire que, comme je disais tout à l'heure, que la testostérone peut être bien ou peut être, je veux dire, c'est une lame à deux tranchants, c'est une épée à deux tranchants. Hein, ça peut être, oui, il peut y avoir, par exemple, trop d'agressivité chez les hommes avec de la testostérone, surtout s'il n'y a pas un haut quotient intellectuel. Là, des fois, il y a comme des hommes qui n'ont pas un haut quotient intellectuel. Plus avec beaucoup de testostérone, généralement, tu les veux dans l'armée. Non, c'est pas vrai. Tu veux des gens intelligents dans l'armée aussi. Mais en tout cas, on salue j'ai un respect incroyable pour l'armée, je ne voulais pas dire ça, mais donc la testostérone peut avoir des effets négatifs avec comme un surplus d'agressivité, mais peut avoir aussi des effets positifs justement dans la prise de risque. La prise de risque, c'est-à-dire 100 hommes vont essayer, il y en a 90 qui vont mourir, mais il y en a 10 qui vont réussir, puis les 10 qui ont réussi amènent l'humanité plus loin. Vous comprenez? Ça, c'est donc il y a des effets néfastes à la testostérone, des effets positifs à la testostérone. Même chose avec les femmes. Les femmes, ils ont de l'estrogène, donc ils sont généralement plus empathiques. Et il y a de l'empathie, ça peut être genre super bien. C'est ce qui fait en sorte que tu vas notamment protéger tes enfants, tu vas vouloir protéger ta communauté, etc. Mais l'empathie peut être militarisée. De la même façon que la testostérone peut avoir un côté néfaste, l'estrogène peut avoir lui aussi un côté néfaste, peut être l'estrogène ou l'empathie
peut avoir un côté néfaste et être militarisé. C'est ce qu'on voit ici, l'empathie, partout, l'empathie avec les trans, l'empathie avec les frontières ouvertes, les réfugiés, l'empathie partout. Et c'est ce qu'on appelle, je l'ai déjà appelé, je l'ai déjà mentionné, de l'empathie suicidaire qui fait en sorte que la civilisation s'effondre. Ça, c'est un livre de Gad Saad, justement. Gad Saad, que je vous recommande encore une fois de suivre sur Twitter. Il parle justement de l'empathie suicidaire. Et lui, c'est un psychologue évolutionniste, hein? Gad Saad, 64 à Beyrouth au Liban. Il enseigne à Montréal, à l'Université Concordia, et il est connu pour son application de la psychologie évolutionniste au marketing et au comportement des consommateurs. Il a écrit plusieurs livres, dont celui-ci, qui est extrêmement intéressant, qui explique justement les choix de consommation entre les hommes et les femmes et le lien avec la biologie. Par exemple, les femmes ont différentes habitudes de consommation selon la période du cycle menstruel. À la fin du cycle menstruel, ils vont plus avoir tendance à rechercher tel genre de choses. Même chose avec les partenaires sexuels, là, etc., etc. Et donc, tout ça pour dire que et la testostérone et l'estrogène modulent les comportements masculins et féminins. Et dans les deux cas, autant la testostérone que l'estrogène, on peut avoir un aspect toxique de la testostérone. On est dans les affaires humaines, on ne s'en sortira jamais. Il y aura toujours des fautes. On est humain, on n'est pas des anges, là. Et même chose avec l'empathie suicidaire, l'empathie pathologique des femmes, de certaines femmes, qui nous amène justement à des problèmes civilisationnels présentement. Donc, si les hommes avec un trop-plein de testostérone nous amènent à la guerre et à des problèmes civilisationnels, les femmes avec leur trop-plein d'empathie nous amènent aussi à des problèmes civilisationnels avec leur volonté d'ouverture des frontières, d'accueillir l'ensemble du tiers-monde dans nos sociétés, les trucs avec les trans, tous les trucs de gauche, généralement, c'est massivement appuyé par les femmes avec l'écart qu'on a mentionné tout à l'heure, le plus 23 points du côté des... Voilà, c'est ce qu'on avait aujourd'hui. Donc, je voulais juste régler ces points-là. On va terminer sur une note positive. Justement, QAnon, est-ce que le monde est en train de changer dans le sens de ce que Q avait annoncé? On va faire ça vite. Ici, vous voyez, donc, encore une fois, Kirill Dmitriev qui dit les Q et les anonymes ont permis le réveil, comme beaucoup le comprennent, et s'en excuse aujourd'hui. Donc, le monde s'excuse selon Kirill Dmitriev. Le monde s'excuse face à Q et aux anonymes. Ça, c'est tous vous autres. C'est tous vous autres, les anonymes, qui avaient partagé ça, qui avaient tenu la ligne, qui avaient hold the line jusqu'à aujourd'hui. Kirill Dmitriev, c'est un des conseillers spéciaux de Vladimir Poutine, entre autres sur les questions de la guerre en Ukraine, mais des relations aussi généralement avec l'Occident. Qui est Kirill Dmitriev, cet allié de Poutine, placé sur la liste noire et acteur clé des pourparlers en Ukraine? Il publie du Q presque à tous les jours. Suivez son compte, c'est super. Et donc, on est passé maintenant d'une société qui, encore une fois, c'est dans tous les journaux maintenant. Hein. La théorie folle d'un complot pédocriminel des élites fait un carton en France, disait Libération en 2021. Aujourd'hui, 2026, affaire Epstein. Jean-Noël Barrot, effaré par les révélations d'une très grande gravité sur un diplomate français, etc. Donc, ce n'est plus de la fiction. Ici, Epstein, les complotistes s'en donnent à cœur joie. Ici, Le Parisien. Tout cela nourrit les théories du complot, les théories sur les décadences des élites, etc., etc. Oui, ça le nourrit parce que c'est la réalité. Et je vous montre en fait Martial Bild de TV Liberté qui maintenant il y a une nouvelle frange de personnes qui commencent à comprendre. Il existait bien un réseau structuré, protégé et inséré au cœur des élites au niveau mondial. Et il n'y avait donc pas de complotistes. Il y avait seulement des voix qui alertaient depuis de très nombreuses années. Il n'y avait pas de complotistes, mais il y a bien évidemment des comploteurs. Les véritables comploteurs sont ceux qui minimisaient et réduisaient l'affaire à un fait divers pour en neutraliser l'aspect systémique. Ceux qui niaient et nient encore. Voilà. OK. Donc, en fait, il y a comme plusieurs choses là ici, mais je pense qu'on va laisser ça. On arrive à 1h30, là. Je suis fatigué. Donc, en résumé, Trump blanchi par les nouvelles révélations sur le dossier Epstein, c'est-à-dire que c'est finalement lui qui était à l'origine de l'enquête. Et cette tentative de détournement, surtout en Europe,
de l'affaire Epstein vers une piste russe, c'est surtout pour pouvoir débloquer des fonds et des ressources de l'État pour combattre ça sur Internet. Marco Rubio, la main tendue à l'Europe, là, vous voyez que je fatigue. Féministe toxique, c'est ça qui m'a comme épuisé. Personne ne répond sur le fond radical. Les hommes se sont toujours sacrifiés pour les femmes. Ils ont toujours pris la partie la plus difficile, c'est-à-dire que l'homme travaillait dans la shop 70 heures semaine et arrivait le vendredi et donnait son salaire à sa femme. La femme qui restait à la maison avec les enfants, lui donnait une partie du salaire, puis lui allait comme au bar boire, et puis mais c'est la femme qui contrôlait l'argent. En tout cas, c'était comme ça au Québec, ça a souvent été comme ça. Et l'homme s'est toujours attribué la partie la plus difficile, en tout cas du moins physiquement. Et il faudrait éventuellement qu'on commence à répondre à ces féministes-là qui ont une vision extrêmement étriquée des rapports hommes-femmes et de l'histoire de la civilisation et des rapports hommes-femmes. Voilà. Allez, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va remercier... Ah oui, je voulais faire le pitch avant. En premier, on le fait rarement, là. On va saluer Yolande Mercier, 88 ans, qui passe un moment très difficile. Et on lui souhaite tout le courage. Et puis, nos pensées sont avec elle et avec la famille, au nom des auditeurs de Radio-Québec. Voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Et il y a différentes façons de nous aider. C'est les façons habituelles, par la poste, via Paiement Interact. C'est l'info comme nulle part ailleurs, l'info qui clarifie tout. Voilà. Vous savez comment faire. Autre chose, je voulais vous montrer finalement. C'est ça, c'est que, comme dit Kirill Dmitriev, on est à l'heure du grand réveil, c'était son tweet. Il y a plusieurs personnes qui commencent à allumer. Martial Bill, il y a aussi finalement, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, là. Mais après ça, pensez... L'été dernier, ou c'était l'autre été d'avant, je pense que c'est l'autre été d'avant, lors des Jeux olympiques, il y avait eu la cérémonie qui avait fait scandale et il y avait Jacques Attali qui avait dit « Nous sommes à la croisée des chemins, soit on s'en va vers une ère de liberté, cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques va passer comme le moment où nous sommes libérés, ou nous allons vers un moment de fermeture, etc. » Et là, pensez où est-ce qu'on est 2 ans plus tard et dites-vous, là, à partir du constat de Jacques Attali, quel chemin, finalement, l'humanité a pris. Écoutez ça. Ça, c'était en 2024 aux Jeux olympiques. Que retiendra-t-on dans 10 ans de cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024 ? De ce que 2024 était un moment de décadence et qu'il fallait revenir en arrière. Nous verrons dans 10 ans si la transgression est devenue ouverture vers la liberté ou au contraire si 2024 aura été un point d'inflexion vers un retour obscurantiste, nostalgique, qui aura marqué la fin d'une époque de liberté. Je ne pense pas que le pire soit le plus vraisemblable. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. Ouais, désolé Jacques, là, on s'en va dans l'autre direction. OK? C'était juste... pour qu'on prenne la mesure, en regardant le passé, prenne la mesure du chemin accompli, où est-ce qu'on est rendu, etc. Cette cérémonie des Jeux d'ouverture n'a pas passé et on s'en va pas dans le monde qu'il souhaite, le monde d'ouverture de Georges Soros, de Jacques Attali, etc. On s'en va dans le monde du retour de la souveraineté nationale de l'administration Trump. OK? Et des valeurs chrétiennes de l'administration Trump. OK? Voilà. Allez, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous. Dites-nous ce que vous en pensez sur le féminisme, etc. Là, je veux dire, il y a certains trucs qu'il faut prendre en compte dans l'analyse. Je suis prêt à discuter n'importe quoi. Là. Les hommes et les femmes ont des torts. Et je ne vais pas masquer les torts des hommes, etc. Là, mais il faut aussi être juste face à l'histoire. Voilà. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci beaucoup.